Bonjour à tous, je suis toujours autant ravie de vous retrouver au travers des vidéos sur Cuisine Ophélie. Aujourd'hui, nous allons voir comment équilibrer son alimentation lorsque l'on est diabétique de type 2. Cette vidéo rejoint la playlist Diabète de type 2 avec comprendre la pathologie, l'étude de courbes de glycémie, des exemples de menus. Alors aujourd'hui, on va voir les grands principes de l'alimentation pour équilibrer justement notre glycémie lorsque l'on est atteint de cette pathologie. Et ce qui est formidable, eh bien, c'est que ces pratiques sont basées sur des fondamentaux qui vont être bénéfiques pour l'ensemble de la famille. Allez, je vous partage mon écran, on regarde tout de suite comment ça fonctionne. Voilà, le diabète de type 2, comment équilibrer mon alimentation et ma glycémie. Ce document sera disponible sur Cuisine Ophélie, le site. Vous aurez le lien dans la description pour récupérer vos codes d'accès pour accéder à la bibliothèque de ressources gratuites. Avant de commencer, cette vidéo n'a pas vocation à se substituer à une consultation avec un professionnel de santé ou de l'alimentation. Donc les conseils que je vais partagés sont généraux et doivent être bien entendu personnalisés parce que chaque parcours de santé est unique. Alors le diabète de type 2, nous avons vu au travers des deux premières vidéos la pathologie, les définitions, les facteurs de risque. Donc je reviens juste un tout petit peu sur la définition et qui cela concerne. Donc le diabète de type 2 est une affection métabolique caractérisée par la présence d'une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire au long cours, résultant d'une résistance tissulaire périphérique, comme les muscles, ou hépatique, le foie, à l'insuline. Cela concerne 4,3 millions de Français, ou en tout cas 4,3 millions de Français étaient identifiés comme diabétiques par l'assurance maladie en 2022, et dont 90% étaient diabétiques de type 2. Il y avait 6% de diabète de type 1. Les notions, donc le diagnostic repose sur une glycémie supérieure à 1,26 g de glucose dans le sang à jeun et mesurée au moins à 2 reprises, ou alors une hémoglobine glyquée supérieure à 7%. Alors qu'est-ce que c'est une hémoglobine glyquée? Plutôt d'abord, qu'est-ce que c'est que la glycémie à jeun? Eh bien on va prélever le sang et vérifier le taux de glucose à un instant T. Alors que l'hémoglobine glyquée va représenter le taux de glucose sur une période de 3 mois, ce qui est beaucoup plus fiable et ce taux doit être inférieur à 7%. Dès qu'on est au-dessus, eh bien on est déclaré comme diabétique. Du coup, quels sont les objectifs? Des objectifs sont importants dans l'alimentation pour atteindre en fait une glycémie inférieure à 1,26 g. On va avoir besoin d'abord d'une alimentation équilibrée qui va couvrir les besoins en nutriments, que ce soit en protéines, en lipides, en glucides, mais aussi en vitamines, en minéraux, pour rester en bonne santé. L'objectif est bien évidemment de maintenir une glycémie stable, de la régulariser. L'idée aussi est de limiter les variations de glycémie, de stabiliser ou de corriger le poids aussi. Si nous sommes en surpoids ou en obésité, il va être donc assez intéressant de perdre du poids. Et en dernier, améliorer la sensibilité de nos tissus à l'insuline. Pour atteindre tous ces objectifs-là, nous avons donc des grands principes que je vais un petit peu détailler ici autour des repas. Donc avant de se mettre à table par exemple, pendant le repas, à table dans l'assiette, mais aussi en cuisine, il y a effectivement des techniques qui peuvent impacter la composition de l'aliment et donc notre glycémie, et puis une hygiène de vie globale qui va avoir son intérêt. Alors autour des repas, les 3 points essentiels, ça va être par exemple de manger à heures régulières. On va aussi rechercher un endroit agréable et calme et on va aussi prendre le temps de manger et de mastiquer. Alors la digestion commence dans la bouche par la salivation et par le travail dentaire. Il va donc déjà se passer des réactions chimiques, physico-chimiques et cela va déjà commencer à travailler notre pancréas pour la sécrétion d'insuline. La
La mastication est donc extrêmement importante et la réduction du stress aussi. Alors à table ou dans l'assiette, on recommande d'associer toujours un légume et une céréale complète au cours du repas. Alors le légume n'est pas obligatoirement dans le plat principal, ça peut être une entrée, une crudité ou une cuidité. Donc en entrée ça peut être une carotte râpée, c'est une crudité, ça peut être des betteraves cuites ou des haricots verts à la vinaigrette, ça va être une cuidité. Ce légume peut aussi se retrouver en plat principal, à côté de la viande, du poisson et accompagner aussi la céréale complète. Donc c'est comme vous voulez, mais il va être vraiment très intéressant d'associer une quantité de fibres assez intéressante aux céréales complètes pour ralentir la vidange gastrique et éviter ainsi les pics de glycémie, c'est-à-dire une quantité de glucose qui arriverait trop rapidement dans la première partie du tube digestif. Privilégier donc des céréales complètes. Les céréales complètes, on peut penser au riz complet, aux pâtes complètes, le blé. On va penser aussi à côté de l'assiette au pain complet, quelle que soit la sorte du pain, multicéréales, sur farine non raffinée, par exemple des intégrales T150. Ce qui fonctionne aussi assez bien, c'est les pains sur longue fermentation fabriqués à partir de levain. Donc voilà pour la partie céréales complète. Vous pourrez terminer le repas par exemple avec la consommation d'un fruit cru et à croquer. Dans tous les cas, les fruits devraient être consommés au cours d'un repas, au début, au milieu ou à la fin, peu importe, mais accompagnés d'autres aliments pour avoir un bol alimentaire qui serait complet. Lorsque l'on prend les fruits de manière isolée, eh bien le glucose contenu dans les fruits va sortir de l'estomac beaucoup plus rapidement que lorsque le bol alimentaire est beaucoup plus complet. Donc il va plutôt être recommandé de consommer un fruit au cours du repas, et quel que soit le fruit d'ailleurs, ça peut même être des bananes, il n'y a vraiment pas de souci à ce sujet. Je vous recommande aussi d'aller regarder deux sites qui concernent le diabète, un site français, l'Association française des diabétiques, mais aussi un site québécois, canadien. Je vous ai mis les liens dans la description et vous retrouverez des informations autour des fruits, autour de la consommation, du moment et des quantités, le regard qu'on devrait plutôt porter à ce niveau-là, plutôt que de discriminer certains fruits comme la banane dont je viens de parler. Ensuite, il sera recommandé de limiter les aliments ultra transformés et de favoriser le fait maison. Alors oui, limiter les aliments ultra transformés sera très important puisque les recettes des industriels et la manière, les procédés de fabriquer impactent terriblement notre glycémie. Malgré des Nutri-Score qui peuvent être bons, parfois on peut se retrouver avec des ingrédients un petit peu controversés, des additifs aussi qui peuvent poser problème, et donc c'est un petit peu dommage. Contrairement au fait maison où vous pouvez maîtriser les grammages de vos ingrédients, le sucre par exemple, mais aussi le sel, et que vous pouvez aussi choisir vos matières grasses qui seraient un petit peu plus riches par exemple en oméga 3 entre autres. Bien évidemment, le fait maison demande un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, une bonne organisation, mais par contre le rapport qualité-prix est absolument incomparable lorsque l'on fait aussi attention à sa santé. On va aussi limiter les aliments trop gras, trop frits. Alors ce n'est pas interdit, mais on va limiter à 1 ou 2 fois la semaine pour le plaisir, pour partager un moment convivial, il n'y a pas d'interdit. On va favoriser les bonnes graisses, sources d'oméga 3, par exemple les poissons gras, je pense à la sardine, au thon, au maquereau. Ça peut être aussi dans les huiles végétales, l'huile d'olive, l'huile de colza, ou si on veut aller un petit peu plus loin, l'huile de lin, l'huile de cameline. Et aussi, on peut aller sur des fruits à coque, je pense aux noix, noisettes, amandes, etc. Les sources de bonne graisse, enfin les sources d'oméga 3, vont favoriser un meilleur bilan lipidique et donc un meilleur état de santé global. Et enfin, il va être aussi extrêmement important d'apprendre à manger selon ses besoins, à respecter ses besoins, c'est donc aussi des quantités. Manger plus que ce que l'on a besoin pose problème,
et peut conduire ou conduit à la prise de poids. Donc ça va être aussi très important de se reconnecter un petit peu avec ces outils internes et de se réapproprier les sensations de la faim, du rassasiement et de la satiété pour manger les bonnes quantités. Alors en cuisine, il y a aussi des choses à faire. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'indice ou l'index glycémique des aliments. Cette notion en fait permet d'évaluer la vitesse à laquelle le glucose va être absorbé et intégrer le sang et donc le pic de glycémie qui va s'en suivre. L'indice glycémique est variable. Déjà, on va le retrouver naturellement dans les aliments. Puis, cette variation va dépendre de la maturité, par exemple, des végétaux, mais aussi de la manière dont on va transformer. On appelle ça le traitement thermique ou mécanique. Et cela va aussi impacter à la hausse ou à la baisse cet indice glycémique. Donc, en cuisine, il va être aussi très important de ne pas trop travailler les aliments pour laisser notre organisme digérer et prendre son temps et que cette vidange gastrique soit de la plus lente possible. Donc on va éviter de transformer excessivement des aliments. Un exemple tout simple, prenons la pomme de terre que l'on pourrait transformer en purée. Eh bien la pomme de terre étant complètement moulinée, l'amidon est alors déjà plus libéré que lorsque nous avons la pomme de terre en morceaux dans la bouche et que nous allons mastiquer, déglutir et ainsi introduire dans l'estomac. Donc forcément les molécules de glucose vont très facilement intégrer le sang. Pareil, nous allons aussi favoriser des cuissons al dente, je pense aux pâtes, au riz. Plus ces ingrédients vont être fermes, plus la digestion va être lente, va demander du temps en tout cas, et donc les molécules de glucose vont rejoindre là aussi le sang plus lentement. Il y a une autre technique aussi en cuisine qui est très intéressante, je ne l'ai pas noté, je le rajouterai, c'est le refroidissement des féculents comme le riz, les pommes de terre ou les pâtes que l'on peut manger en salade, les légumes secs aussi d'ailleurs, le fait de refroidir engendre ce qu'on appelle la rétrogradation de l'amidon. Cela veut dire que l'amidon se resserre. Regardez une pomme de terre, vous la faites cuire à l'eau, elle va être un petit peu fragile, vous la laissez bien refroidir dans le réfrigérateur, le lendemain elle va être ferme, vous allez pouvoir bien la couper au couteau par exemple. Et bien ça va être pareil dans votre estomac ou en tout cas au niveau de la digestion, elle va être beaucoup plus ralentir lorsque la rétrogradation de l'amidon a été faite. Enfin, l'hygiène de vie, s'hydrater suffisamment sera extrêmement important. Cela participe grandement à la perte de poids, à se sentir bien, à éliminer aussi les petits déchets que l'on produit tous les jours et donc ça va passer au travers des reins. Du coup, s'hydrater suffisamment est extrêmement important. Être en mouvement au plus chaque jour et après les repas aussi, c'est très intéressant, très important. La marche étant la plus pratique. Alors nous sommes faits pour être en mouvement et pour réduire la résistance à l'insuline, il faut absolument que tous nos muscles soient actifs. Depuis les pieds, les mollets, les fessiers, les épaules, etc. Nous allons solliciter nos muscles tout au long de la journée. On n'est pas obligé là de faire du sport, mais d'être en mouvement. Donc aller chercher des choses, monter des escaliers, se déplacer, etc. Se lever, ça va être donc du dynamisme et ça va participer à réduire la résistance à l'insuline. Pour réduire le stress aussi, ça va être très important de favoriser un bon sommeil, de bien dormir, un sommeil bien récupérateur. Donc on va favoriser un bon rituel du coucher, on va éliminer les écrans le soir par exemple, qui vraiment empêchent un petit peu la production des hormones du sommeil. Donc on enlève les téléphones, on enlève les tablettes, tout ce qui peut avoir des notifications et nous ramener aux écrans. Donc on les
éloigne de la chambre, et puis son petit rituel, fermer les volets, les rideaux, se laver les dents, peut-être prendre un livre ou écouter de la musique et s'endormir tout doucement. Toutes ces choses-là vont vraiment participer à réduire le stress, et lorsque l'on dort mieux, eh bien le lendemain, nous sommes beaucoup plus résistants aux petits stress du quotidien. Et puis, arrêter le tabac et l'alcool, évidemment, sont des choses très importantes pour réduire encore le stress et l'inflammation chronique de l'organisme. En deuxième page, je vous laisserai découvrir un tableau avec les groupes d'aliments qu'il convient de favoriser dans une alimentation équilibrée ou lorsque l'on est diabétique, et des aliments qu'il convient de réduire. Alors attention, ces deux flèches ne veulent pas dire on augmente et on ne consomme absolument que ça et rien d'autre, et cette flèche-là ne veut pas dire de supprimer, pas du tout. On ne supprime rien dans une alimentation, on n'est pas dans un régime, on va supprimer des choses lorsque l'on est allergique et que ça va être vital. Dans les autres situations, ce n'est pas nécessaire, sinon on finit par aller vers d'autres problématiques, de la restriction cognitive et donc des troubles du comportement alimentaire, et ça, on ne veut pas ça. Donc, on va simplement avoir un regard et réduire les aliments qui peuvent poser souci et favoriser d'autres aliments qui seraient beaucoup plus intéressants pour notre santé. Donc, vous avez tous les groupes d'aliments, les produits laitiers, les viandes, poissons, œufs, les charcuteries, les légumes, tous les végétaux, les céréales, les produits sucrés, les matières grasses, les boissons et les épices. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Alors voilà, certains de ces principes vont être très faciles à mettre en place dans votre quotidien, quand d'autres ça va être beaucoup plus difficile. J'ai beaucoup de personnes qui me disent mais en fait on sait très bien ce qu'on doit faire, on entend tous ces messages régulièrement, mais le problème bien c'est d'intégrer ces conduites à tenir et puis surtout de les garder, de les préserver au long cours, et là c'est beaucoup plus compliqué. Alors peut-être que ça vous parle, cette chose. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à revenir vers moi. Peut-être qu'on peut prendre un rendez-vous et on regardera ensemble quelles sont les astuces les plus personnelles que l'on peut mettre en place pour vous. On regardera ensemble votre parcours de vie, vos médicaments, les différents traitements, ce que vous souhaitez, ce que vous n'aimez pas, et puis on va regarder comment intégrer ces petites choses facilement, et puis surtout les faire perdurer, parce que c'est ça qui va vous permettre d'une, de perdre du poids si c'est nécessaire, et de deux, de stabiliser votre glycémie et de revenir peut-être sous l'objectif que votre médecin a fixé. Voilà, on n'a pas fini avec les vidéos, on a fini pour aujourd'hui, mais je vous propose d'aller voir dans la playlist. On va regarder ensemble des exemples de menus pour vous donner un petit peu quelques idées, varier vos repas et comment intégrer ces différentes petites astuces comme les légumes crus, les céréales complètes, comment ajouter des huiles végétales qui seront bonnes pour vous, et puis peut-être quelques petites techniques de cuisine aussi au travers de ces menus. Alors je vous invite à aller regarder cette playlist tout de suite, et puis sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.